Salut, c'est Hugo et voyons ensemble les 5 actualités qui ont marqué la semaine. On commence cette semaine par la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Déjà, pour rappel, Gérard Collomb a été maire de Lyon de 2001 à 2017. Visiblement attaché à cette ville, il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait à nouveau être candidat au municipal de Lyon en 2020 et qu'il quitterait donc le gouvernement dans quelques mois. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses se sont accélérées. Lundi, il a proposé sa démission à Emmanuel Macron qu'il a refusé et le lendemain, Gérard Collomb a donné une interview au Figaro et a répété qu'il maintenait sa démission et Emmanuel Macron a donc décidé de l'accepter à ce moment-là. Bref, après sa démission, Gérard Collomb décide de revenir à Lyon et là, autre surprise, le maire actuel de Lyon, Georges Kepenekian, a aussi démissionné de sa fonction pour redonner sa place à Gérard Collomb, qui était donc maire avant de devenir ministre. Enfin, dernier retournement de situation, Gérard Collomb a décidé de ne pas se présenter à la mairie de Lyon sous l'étiquette de La République En Marche, qui est pourtant le parti du gouvernement auquel il appartenait. Pour l'instant, les sondages ne lui sont pas vraiment favorables. D'après l'IFOP, 57% des Lyonnais ne veulent plus de lui comme maire. Bref, la situation n'est pas simple, d'autant plus que Gérard Collomb est le 3e ministre à démissionner du gouvernement en moins d'un mois. En attendant de choisir un successeur, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui assure aussi le rôle de ministre de l'Intérieur. Le remaniement et donc le changement de ministre aura probablement lieu en début de semaine et on vous tiendra bien sûr au courant dans nos résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram et sur Messenger, donc pensez à vous abonner soit à l'un soit à l'autre si ce n'est pas encore le cas. On continue avec la deuxième actu de la semaine. En Indonésie la semaine dernière, un séisme de magnitude 7,5 et un tsunami ont frappé l'île des Célèbes. Des vagues jusqu'à 1,5 m de hauteur ont déferlé sur l'archipel. Le bilan il est dramatique puisque plus de 1500 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe et 1 millier sont toujours portés disparus. Il reste très peu d'espoir de retrouver ces personnes vivantes après une semaine de recherche. La ville la plus touchée, Palu, abritait 350 000 habitants et 200 000 personnes avaient encore un besoin urgent d'aide humanitaire vendredi. Certains survivants, en manque d'eau et de nourriture, ont été forcés de piller les magasins pour survivre en attendant de recevoir les vivres. La police a toléré les pillages au début, mais elle a depuis annoncé qu'elle tirerait sur ceux qui seraient surpris en train de voler. L'ampleur de cette catastrophe est surtout due à un phénomène géologique, la liquéfaction du sol. En gros, pour faire vraiment très simple, quand le sol tremble trop violemment après un séisme, eh bien le sol se comporte comme un liquide, de l'eau souterraine jaillit à travers les fissures et s'écoule vers les endroits les plus bas. Les habitations et toutes les infrastructures sont alors comme aspirées par la terre. C'est ce qui explique en partie l'ampleur du nombre de victimes et le drame humain qui s'est produit sur place. Yusuf Kala, le vice-président indonésien, a annoncé que l'état d'urgence en place pourrait être rallongé de plusieurs mois en attendant la reconstruction des lieux détruits sur l'île des Célèbes. Cette semaine, le prix Nobel de la paix a été remis au gynécologue congolais Denis Mukwege et à Nadia Murad, une ancienne esclave de l'organisation djihadiste État islamique. Tous les deux ont été récompensés, je cite, pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. On n'en parle pas assez, mais le viol peut être utilisé comme une stratégie pour affaiblir et humilier les populations jugées ennemies. Le viol, dans ces circonstances, est alors utilisé comme une arme de guerre. La première personne récompensée, le docteur Mukwege, est connu comme, je cite, l'homme qui répare les femmes. Autrement dit, il soigne les femmes violées ou mutilées en zone de conflit et à ce jour, il a opéré plus de 45 000 femmes. La deuxième personne récompensée, c'est Nadia Murad. Elle est issue d'une minorité musulmane d'Irak persécutée par l'État islamique, une minorité qu'on appelle les Yazidis. Nadia Murad a été réduite en esclavage par le groupe État islamique pendant plusieurs mois et a subi de nombreux viols. Elle est aujourd'hui ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Avec ce prix, ces deux personnalités recevront 900 000 €, mais au-delà de l'argent, évidemment, le prix Nobel leur permet de faire connaître leur cause à travers le monde. Notre quatrième actu concerne la Russie avec de nouveaux soupçons de cyberattaques. 7 agents russes sont accusés d'attaques informatiques par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada. Les agents accusés font tous partie du GRU, le service de renseignement militaire russe. Les 5 pays ont été victimes de différents piratages et la justice américaine a inculpé les agents russes qu'elle accuse aussi de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'usurpation d'identité. Ils auraient piraté des instances sportives internationales comme le Comité olympique
olympique international et la FIFA, mais aussi plusieurs agences antidopage. Un groupe américain lié aux centrales nucléaires ukrainiennes ainsi que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont aussi été touchés. Depuis quelques mois, les pays occidentaux ont adopté une stratégie plus politique concernant les cyberattaques russes. Avant, les pays géraient ces questions plus discrètement, mais l'objectif aujourd'hui avec ces dénonciations publiques est de dissuader la Russie de réaliser des cyberattaques, puisqu'il est très difficile d'être sûr à 100% des personnes qui sont derrière une cyberattaque. En tout cas, de son côté, la Russie dénonce la propagande occidentale et ironise en parlant, je cite, d'une campagne anti-russe d'espionnite aiguë. On termine avec une nouvelle intéressante pour les fans de jeux vidéo, le projet Google Stream. En gros, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir jouer aux jeux vidéo en streaming, c'est-à-dire sans rien télécharger, ni avoir le jeu sur un CD, mais directement depuis une fenêtre du navigateur Google Chrome. Si jouer aux jeux vidéo en streaming est possible, c'est parce que les jeux seraient contenus dans le cloud, c'est-à-dire installés sur de lointains et puissants ordinateurs. Grâce aux jeux en streaming, les utilisateurs pourront donc jouer sans avoir un ordinateur surpuissant, simplement grâce à une bonne connexion internet, ce qui leur permettra de streamer le jeu. Et ça, du coup, c'est assez révolutionnaire. Pour l'instant, ce projet n'en est qu'à la phase de test. Depuis vendredi, il est possible de jouer à Assassin's Creed Odyssey à condition d'être âgé d'au moins 17 ans, de vivre sur le territoire américain et de posséder un internet rapide, la fibre par exemple. Google n'est pas le premier à se lancer dans ce service, ils sont déjà plusieurs à proposer de jouer en streaming comme Nvidia, Blade avec les PC Shadow, Sony, Black Nut, Microsoft ou encore Electronic Arts. En tout cas, vous l'aurez compris, ça va être intéressant de voir comment une telle technologie se développe. Le débat de la semaine, c'est le suivant: les puissances occidentales ont-elles raison de hausser le ton face à la Russie? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. On l'a dit, pour les résumés quotidiens de l'actualité, on vous en prépare chaque soir sur Instagram et sur Messenger, ainsi qu'un débat. Pensez donc à vous abonner soit à l'un soit à l'autre, si ce n'est pas encore le cas, on vous met les liens dans la description. A savoir aussi, on parle beaucoup d'actualité dans mon émission audio avec Mima, Fromage. Si jamais vous voulez écouter le dernier épisode et les autres, je vous mets les liens directement dans la description. Écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.